Armée guinéenne et son image d'avant. Alors, Simon Pierre, désormais, il est interdit aux militaires de prendre des photos en tenue et les publier surtout sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et aussi sur TikTok. C'est le chef d'état-major général donc, des armées, le général de brigade Bala Koivogi, qui a donc signé l'interdiction et qui a donc signé ce communiqué, si vous voulez. L'argument brandi est la volonté pour donc les hommes en tenue de revenir vers leur image d'avant. Est-ce que tu comprends cet argument? Alors, j'ai quand même suivi ce communiqué également avec intérêt, mais je me suis quand même posé une interrogation, c'est pourquoi à ce moment précis? Parce qu'on sait quand même que le contexte qui s'y était, c'était justement après la mort de quelques militaires qui étaient tombés dans cette histoire d'évasion. Et on a vu plusieurs photos des militaires en tenue dont on n'avait pas les nouvelles, ou les parents n'avaient pas les nouvelles, publier les photos et on voyait RIP et tout ça. Donc, sûrement, je me dis, c'est ce contexte qui a prévalu à ce communiqué-là. Mais moi, je veux dire, aujourd'hui, le militaire, au-delà de sa militaire, fonction, au-delà d'être militaire, plus ou moins, c'est quand même un être humain, hein. Voilà, il se retrouve sur TikTok, parfois des entraînements filmés, en tenue militaire, des équipements et tout ça, mais tout pourrait s'apprécier de différentes façons, parce que moi je me dis, au-delà d'être militaire, s'il n'est pas interdit quand même d'avoir un loisir, mais toujours est-il, il faut aussi le contextualiser lorsqu'il y a des éléments comme ça, parce que la tenue militaire est quand même à respecter, c'est l'image du pays, c'est toute une institution. Maintenant, rapidement, pour parler de l'image de l'armée guinéenne de façon globale, j'ai quand même fait un effort de retrouver, de me plonger un peu dans l'histoire. Je vais parler sous le contrôle sûrement de mes aînés. D'accord. Et voilà, donc je me suis dit, j'ai vu depuis 1958 déjà, il faut rappeler que l'effectif de l'armée guinéenne était au nombre de 737 hommes, c'est-à-dire au tout début en 58, sous la houlette également aux premières heures donc de l'indépendance. De l'indépendance, sous la houlette du capitaine Noumangian Keïta, qui en tout cas coordonnait tout ça. On avait entre guillemets 75 caporaux chefs et puis 135 caporaux et 477 qui étaient des soldats. Et par après, c'est parce que la colonie, c'est-à-dire l'armée française, l'armée coloniale française avait dans ses effectifs, c'est-à-dire des militaires ou des soldats guinéens. Ce sont ceux-ci-là qui vont décrocher pour revenir s'ajouter à cette armée-là en perdant pas mal de privilèges, mais en acceptant de servir la patrie. Donc, globalement, il y a beaucoup de choses, de réformes qui ont suivi. En 84, par exemple, on a vu la militarisation du gouvernement à hauteur de 75-71% dans un premier temps. Et ensuite, en 89, on est venu à 48%. Pardon. Et sous Alpha Condé également, il y a eu la délocalisation des armes lourdes qui étaient à Conakry. On les a envoyées à l'intérieur du pays. Et puis, il y a eu l'adoption de plusieurs textes, notamment le code de justice militaire, la loi sur la programmation, et puis le statut général et particulier militaire. Donc, tous ces textes-là pour en tout cas démontrer que cette armée-là a plus ou moins suivi une certaine transfiguration. Mais moi, la question de dire que l'armée guinéenne est son image d'avant, substantiellement, je pense qu'il n'y a pas eu grand changement. D'accord. Donc, je le dis parce que... Oui, avec tout ce qu'il y a eu comme réforme. Justement, j'en viens. Parce que malgré toutes ces réformes-là, on est aujourd'hui à 3 coups d'État. Donc, c'est pour dire que c'est une armée guinéenne qui s'invite également dans la gestion des affaires publiques. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est cette armée-là qui est aussi utilisée parfois comme bras répresseur de l'État. Donc, on l'a vu sous le premier régime, sous le régime de Sékou Touré, il y avait des victimes du Camboiro et c'était des militaires ou une milice en tout cas qui était à cette manœuvre-là. Également sous le régime du général Lansana Conté également, il faut dire qu'on a vu les mutineries qui se sont suivies. Et de l'autre côté, sous également le président Dadis et même Alpha, les manifestants sont tombés. Donc tout pour dire que c'est une armée qui à un moment donné est utilisée. Donc il faut dire aujourd'hui l'essentiel des violences en Guinée sont des violences d'État. Donc rapidement pour terminer, si tu permets, dans les autres pays, par exemple, on a eu des cas de rébellion, des cas par exemple de comment je vais dire, en Centrafrique par exemple, c'est des soulèvements
entre citoyens où on a vu les Balaka et les Seleka. Mais par contre, en Guinée, on n'a pas eu ce type de problème-là. Mais le problème majeur aujourd'hui, c'est la violence brandie ou encouragée par l'État et c'est très malheureux. Peut-être que le dernier changement qu'on pourrait peut-être dire, c'est par rapport au caporal, par exemple. Par le passé, vous pouvez facilement voir un caporal contester ou faire une subordination vis-à-vis de son chef hiérarchique. Aujourd'hui, plus ou moins, on voit une armée. Ça a quand même changé. Ça a quand même changé. Donc la hiérarchie est vachement respectée depuis la Grande Muette. Alors, Robert, est-ce que toi aussi tu comprends cette interdiction? Ce qui est vrai, c'est que on ne devrait pas prendre notre armée comme si on était dans de la monarchie entre guillemets. Il faut laisser les gens aussi quelquefois se mouvoir ou pas? Là, j'ai vu cette interdiction autant que vous et moi je me suis dit que c'était vraiment pas la peine. C'est pas la peine. Il y a d'autres formes de réglementation qui peuvent même être imposées au sein de l'armée. Au point d'interdire les snaps, les téléphones et tout. Moi, je me dis aujourd'hui que nous sommes dans une guerre de communication. On le retrouve dans les autres pays où même on a vu les images avant même la guerre de l'Ukraine où on pouvait apercevoir le président Poutine, Vladimir Poutine, en train de faire des démonstrations. Et les images étaient sur Internet, ça fait des milliers de vues et c'est qui a même augmenté un petit peu cette crainte du côté de la Russie. De la Russie, ouais. Voilà. Et les hisser à un certain niveau. On voit aujourd'hui même aux États-Unis. Ça a fructifié, si tu veux, la peur que les gens avaient. La peur que les gens, quelque chose comme ça. Vous voyez les démos. Aujourd'hui, c'est une guerre de communication qui se mène. On voit aussi aux États-Unis qu'à tout moment, dans les grandes nations, en quelque sorte, c'est comme ça se passe. Même des grands films de grande production, il y a l'État même qui débourse certaines choses pour venir en aide, comme les trucs de guerre et tout ça, les appareils de guerre, les avions de chasse. Il y a tout ceci que l'État débourse pour mettre en œuvre pour que cette communication, parce que ça vend l'image du pays, ça vend les mérites d'une armée. Et aujourd'hui, si on prend dans l'histoire, avant de revenir sur l'image de l'armée guinéenne aujourd'hui, on peut dire que l'armée guinéenne avait une image très très belle dans l'histoire. Quand on se replonge dans l'histoire, on verra que dans les années 63-74, ça a aidé à la libération de la Guinée-Bissau. En Sierra Leone aussi également, dans la légitimation du pouvoir de la Constitution, qui a aidé même à renverser Siaka Stevens, le sire Siaka Stevens. En Angola en 1976, au Bénin en 1977, au Libéria en 1979. On pouvait voir que la Guinée était vraiment... Donc on était concocté partout. Voilà, on était concocté partout, on était sollicité dans tous ces États, parce que nous avons aidé à la libération de ces différents États. On a même vu qu'au début des années 2000, avec les missions l'UNAMSIL et tant d'autres missions, jusqu'au MINUSMA tout récemment, que la Guinée était à chaque fois sollicitée pour venir donner leur expertise et leur coup de main. Mais aujourd'hui, l'image que renvoie l'armée guinéenne n'est pas l'image d'antan. Ça, il faut se dire la vérité, parce qu'on a vu que dans les années 2000, qu'il y a même eu interdiction à l'armée guinéenne de se rendre sur certains fronts. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des pillages que l'armée guinéenne faisait. Ah ouais? Oui, évidemment. On a vu en 1999-2000 à la guerre... Pourtant, on a beau je sais pas, j'ai eu ces discussions avec qui on avait une bonne réputation de ce côté, parce que jamais, la personne me disait que jamais on avait cité l'armée guinéenne dans une sorte de pillage. Voilà, c'est ce que je vous raconte maintenant. En 1999-2000, quand elle sort. 99-2000, j'étais encore très jeune quand j'étais à Fouré-Caria. Moi, j'ai mon meilleur ami d'enfance. 99-2000. Oui, évidemment, 99-2000. Mon meilleur ami d'enfance, et son père et un autre contingent, c'était l'UNAMSIL à l'époque. Ils sont partis pour la libération du Libéria. Libéria, puis ils sont revenus en Sierra Leone. On a vu que quand ces militaires rentraient en Guinée, il y a d'autres qui sont rentrés avec des postes téléviseurs, d'autres sont rentrés avec des frigos. On a pensé que ça se limitait simplement ici en Guinée, donc ça se faisait aussi avant à l'extérieur. Voilà, ça se faisait à l'extérieur. Donc quand ils sont allés, ils sont revenus avec beaucoup d'objets. Et ça même, si vous pouvez bien vous renseigner, ça a causé l'interdiction à la Guinée de sortir, d'aller dans des missions onisiennes. Voilà, donc ça c'était le cas. Aujourd'hui, si on reprend dans la globalité, on pourrait se dire que cette armée guinéenne, il y a certaines pratiques pour lesquelles nous avions été interdits auparavant, qui n'ont pas encore changé, parce qu'on a vu très récemment du côté de
comment on appelle, Mafanko. D'accord. Voilà, où l'armée est partie dans la maison d'un monsieur. Je crois que c'est même passé dans Wongayafé. D'accord. Où les messieurs, ils sont venus, le commandant de l'unité, ils sont venus piller la maison de quelqu'un parce qu'ils étaient dans les recherches de PV et tout autre là. Ah, d'accord. Oui, et ils sont rentrés dans cette maison. Le 4 novembre dans dernier. 38 millions, ils ont pris les 16 millions ou 12 millions, je ne sais plus trop. Ils sont partis avec, et les jeunes voulaient même se révolter. Et donc, ça crée des problèmes là-bas. On peut dire aujourd'hui que l'image là doit changer de l'armée guinéenne, mais jusque-là, cette image reste encore peu reluisante. Après, c'est vrai que c'est pas dit dans le communiqué. Je sais pas, il s'agit de quelle image d'avant qu'on veut nous moi, je pense faire revenir. Moi, je pense que quand on parle de l'image d'avant, c'est cette très belle image qu'avait l'armée guinéenne aux yeux des autres nations, parce que l'armée guinéenne était très respectée, très réputée. Et où encore la peur que les populations avaient de leur armée. Bon, je ne pourrais pas dire autant que ça. Avant tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui comme réforme dans la Grande Muette, les gens quand même avaient une certaine peur de l'armée. Oui. Avant, quand tu voyais les hommes en tenue, tu flippais. Hein. Oui, en tout cas. Et puis, ils n'étaient pas trop visibles comme ça dans la rue, comme ça se fait maintenant. Depuis le temps du CNDD, ils sont tous sortis dans les rues, on peut dire comme ça. Ils sont venus dans les grandes villes et on peut... Toute la journée, tu peux voir des militaires, tous en tenue, des fois même dans des maquis, dans des bars et tout ça. C'est des trucs, c'est des pratiques qui doivent arrêter. Avant, l'armée guinéenne était très respectée. Je crois qu'il faut revenir sur cette image, mais ça passe pas nécessairement par l'interdiction aux militaires de vivre quand même, d'être des citoyens normaux comme nous autres. Merci beaucoup à toi, Robert. Alors, procureur Ghané, je te pose la même question que je posais à Robert. Est-ce que là, ce n'est pas une manière de piétiner tout ce qu'on a fait comme réforme dans l'armée? Encore une fois, avant, l'armée, c'était vraiment un mystère. Ouais, procureur Kamal, je crois bien que mes prédécesseurs ont branché avec beaucoup de délicatesse cette situation quand même aujourd'hui que traverse l'armée guinéenne ici. Et l'image recherchée ici, c'est l'image, donc la bonne image, le courage, la détermination et la combativité qu'a fait montre cette armée depuis sa création et le 1er novembre 1958 à nos jours. C'est cette image qui est recherchée ici. Il faut dire que l'image a été ternie à plusieurs reprises. Nous n'allons plus revenir donc sur ces exemples palpables dont l'un est aujourd'hui le procès donc, du 28 septembre et également aussi les récentes incursions donc, des forces, en tout cas des armées, dans des différentes familles à la recherche peut-être d'un fugitif qui malheureusement ne s'est pas encore livré. Et donc montre aujourd'hui quelle image, n'est-ce pas, ou disons quelle armée nous avons ici. Et on aime souvent dire ça, et telle personne, telle époque, telle période, n'est-ce pas, telle ambition. Il faut comprendre aujourd'hui que de 1958 à 1984, n'est-ce pas, l'objectif que l'armée guinéenne avait ici, c'était de défendre l'intégrité territoriale de la République de Guinée, la défense des institutions républicaines ici. Mais malheureusement, depuis qu'il y a eu, vous comprendrez que les recrutements qui se sont, n'est-ce pas, effectués au cours de ces années ici, c'est plus des gens qui étaient prêts à sacrifier donc leur âme, qui n'étaient pris au sacrifice, considérés comme sacrifice de la République. C'est le mode de recrutement justement qui n'a aussi pas aidé dans l'armée. Effectivement, comme l'a décrit Platon dans la République, également aussi comme l'a décrit, n'est-ce pas, et qu'on appelle, et cet autre spécialiste des questions militaires donc de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, qui estime que l'armée, le militaire, c'est un homme de Dieu. Il est à l'image d'un prêtre, à l'image d'un imam qui donne sa foi gratuitement à Dieu, à l'église, donc n'est-ce pas, à la société. L'armée, donc quand on décide d'intégrer l'armée, on donne, n'est-ce pas, sa vie à la nation. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cet objectif qui est visé. L'objectif aujourd'hui, c'est l'objectif lucratif. Aujourd'hui, dès lors, il suffit juste d'avoir un enfant récalcitrant, un enfant qui est, du point de vue, n'est-ce pas, social, incontrôlable, n'est-ce pas, et qu'il y a occasion de le faire intégrer dans l'armée, directement, il est envoyé là. C'est aujourd'hui, ce sont des personnes là aujourd'hui qui sont dans les rangs, n'est-ce pas, des forces armées et qui n'ont aucune ambition de défendre l'intégrité territoriale aujourd'hui. Vous avez vu par exemple cette image du côté de Kolaya où vous voyez, n'est-ce pas, un groupement qui vient en toute pomme et qui se fait recaler par 5 ou 3 individus ici. Je me demande aujourd'hui, effectivement, est-ce que si on a affaire avec des individus armés, lourdement armés, qui étaient venus, n'est-ce pas, pour attaquer les institutions, d'ailleurs c'est une institution qui a été attaquée, mais qui étaient venus pour
n'est-ce pas, faire éclabousser les institutions de la République ici, je pense bien qu'ils auraient reçu leur coup. Les gars ont quand même assez bien décollé. Hein. Donc, c'est cette image-là qu'on a vue. Et après tout, on voit des images, n'est-ce pas, donc des personnes là. Ouais. Et c'est d'où l'intérêt donc de l'intervention de l'état-major pour rappeler donc, n'est-ce pas, à ces militaires-là que ce n'est pas, n'est-ce pas, l'objectif visé. Et vous voyez aujourd'hui l'image, dès lors qu'il y a un communiqué, même qui réside les casernes militaires, tout de suite on voit sur les réseaux sociaux, on voit dans les médias, alors que si on parle de la grande muette, c'est par rapport, n'est-ce pas, disons à la discrétion que doivent gouverner, n'est-ce pas, les militaires. Bien. Ça c'est une règle scrupuleuse.